Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Chloé Vidal, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la démocratie locale de la ville de Lyon et autrice d'une tribune, alors co-signée par de nombreux élus dans le monde il y a une quinzaine de jours, sur le statut de l'élu. Une tribune qui a eu un certain succès puisqu'elle a même été reprise au Sénat. L'enjeu, c'est de changer le statut de l'élu, notamment pour les jeunes mamans. C'était ça Notamment votre pour point de les jeunes départ? mamans, oui, ça part évidemment d'une préoccupation qui me concerne aussi. C'est la raison pour laquelle je fais partie des premiers signataires et puis que j'ai écrit cette tribune. Je l'ai écrit en lien avec d'autres élus, bien sûr, et notamment Léonore de Monconduit, qui a voilà, mis au jour des difficultés quand même assez alarmantes concernant la sécurité à la fois des élus et la sécurité, on va dire, du fonctionnement démocratique de l'institution. Moi, je suis maman depuis le début du mandat. J'ai eu 2 enfants en 3 ans et donc je me suis heurtée à un certain nombre de difficultés qui m'ont permis de comprendre en fait que jusqu'à présent, le système en fait n'était pas fait pour prendre en compte la parentalité des élus et des maires évidemment élus, mais également des pères élus. Donc, il était nécessaire à quelques jours de l'examen d'un texte au Sénat sur le statut de l'élu, en fait, de lancer cet appel pour une réelle prise en compte de la parentalité des élus. Donc, la maternité, la paternité et bien sûr l'adoption. Voilà, Alors la c'était question qui était posée par la maire de Poitiers, c'est que comme elle prenait son congé maternité, elle déléguait ses fonctions de maire, elle perdait toute rémunération, mais par contre elle gardait la responsabilité pénale de sa fonction. exactement, Donc, responsabilité pénale et civile, et puis effectivement un intérim qui n'était pas du tout encadré par un dispositif juridique clair. Elle a mis au jour en fait un vide juridique là-dessus, et je pense que c'était important de revenir sur ces dysfonctionnements-là. et qu'est-ce que vous imaginez pour l'intérim alors? Alors, d'une part, bien sûr, sur l'intérim, il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait un intérim sécurisé, c'est-à-dire que le chef ou la chef d'exécutif puisse être remplacé par une équipe qui puisse bénéficier, le cas échéant, d'une décharge professionnelle si l'adjointe ou l'adjoint ou le président ou le vice-président travaille. Et il est important aussi de pouvoir faire en sorte que voix soit donnée à cet adjoint qui va remplacer par intérim ou ce collège d'adjoints, puisque ça peut être aussi une répartition entre plusieurs adjoints, que les voix, enfin, la voix du chef d'exécutif soit conservée, c'est-à-dire qu'on ait un véritable finalement intérim qui soit mis en place. Et ce que nous demandons aussi, c'est que l'indemnité, c'est-à-dire le revenu du chef ou de la chef d'exécutif soit maintenu, c'est-à-dire même s'il est diminué par les indemnités journalières compensées par la sécurité sociale en cas de congé maternité, paternité ou adoption, que l'élu ne perde pas l'intégralité de ses revenus et se retrouve sans ressources en fait du jour au lendemain, ce qui est le cas de Léonore Monconduit. Alors, si on continue sur la question du statut de l'élu, vous disiez aussi qu'il fallait des places réservées en crèche pour les élus dans cette situation. Est-ce que c'est pas un privilège d'élu qui pourrait être mal Alors, pris pour les citoyens? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de alors, place je en vais crèche. préciser, il ne s'agit pas de place réservée en crèche, il ne s'agit pas du tout de passe-droit, que ce soit très très clair. Il s'agit vraiment de faire en sorte non seulement qu'on arrive à une égalité entre les femmes et les hommes à ces fonctions électives, hein, c'est vraiment l'enjeu finalement de cette modification du statut de l'élu que nous attendons, et surtout que finalement on voit la sociologie des élus évoluer et que les personnes qui n'auraient pas en fait une situation sociale qui leur permette justement de dégager du temps pour assurer une fonction élective puissent le faire. Je pense en particulier aux parents célibataires qui n'auraient pas la possibilité de faire garder leurs enfants pour pouvoir justement assurer leur fonction d'élu. Il ne s'agit pas de l'ensemble des élus, on ne demande pas un privilège particulier, mais juste de considérer en fait que ça peut constituer un frein à l'accès aux fonctions électives et qu'il faut réformer cela pour permettre au plus grand nombre de pouvoir voilà, devenir un jour élu local voilà, en France. La situation qui était posée aussi par Léonore Monconduit, c'est qu'il n'a pas de rémunération autre. Mais est-ce que c'est sain que les élus, finalement, dépendent complètement de la politique? Alors qu'ils en dépendent complètement, non, a priori, on s'en rend bien compte. En revanche, qu'ils puissent s'investir complètement dans les missions qui sont attendues, je pense que ça, c'est une attente de toutes et tous. Et je pense que ça représente véritablement un temps plein aujourd'hui, et je crois que c'est une réalité qu'il faut considérer.
on a une image qui est peut-être encore un peu déformée, je pense, de nos élus locaux. Il faut considérer que le quotidien, c'est 50-60 heures par semaine et qu'on n'a pas les moyens de travailler autrement, en particulier quand on est chef d'exécutif. Un certain nombre le font, alors il faudrait Le leur interdire de manière extrêmement dégradée, en fait. C'est très rare de pouvoir maintenir, en tant qu'adjointe ou adjoint en mairie centrale, on a vu beaucoup de vos prédécesseurs faire des carrières parfois même brillantes d'universitaires, de chirurgiens, et peut-être de que greffe, par exemple. les enjeux actuels ne nous permettent plus, en fait, de nous engager de cette manière-là, mais réclament, en fait, un engagement beaucoup plus important. Je crois qu'on considère aussi une évolution des profils d'élus qui montrent un investissement tout différent. Alors, il y a eu plutôt l'unanimité sur votre tribune, le Sénat qui a réagi immédiatement. Quelle suite vous attendez ? On est très contente aussi des avancées obtenues au Sénat. Effectivement, donc les deux principales propositions qui étaient portées dans la tribune, c'est-à-dire que le montant des indemnités puisse être conservé pour permettre à l'élu de partir de manière sécurisée, on va dire les choses comme ça, et qu'un intérim évidemment soit mis en place. Il reste évidemment à nos députés d'entériner en fait ces dispositions, donc on est en attente. Fin mars, on devrait avoir un débat à l'Assemblée nationale. La date, me semble-t-il, n'a pas été encore fixée. Et on espère aussi que cette question qui était jusqu'alors invisibilisée de la parentalité des élus intègre complètement la question du statut de l'élu. Une question un peu connexe sur le statut des élus, c'est le statut des collaborateurs des élus et de leur entourage. Elle est posée par l'actualité judiciaire, parce qu'il y a eu des perquisitions cette semaine à l'hôtel de ville de Lyon. Apparemment, une enquête pour détournement de fonds. La question, c'est de savoir si les collaborateurs des adjoints travaillent vraiment sur des missions administratives ou sont sur des missions plus politiques. Une enquête est en cours. La ville de Lyon, évidemment, elle se tient à la disposition de la justice. L'affaire suit son cours. Je n'ai d'ailleurs aucune information à communiquer. Je n'en ai pas. Donc, je ne me prononcerai pas non plus sur ce sujet. Mais est-ce que les adjoints dont vous faites partie sont suffisamment entourés par des collaborateurs, ou est-ce qu'il y a pour vous un souci sur le statut des collaborateurs? Ce qui a été dit notamment par Étienne Blanc tout de suite en disant qu'il fallait une réforme du statut des collaborateurs. Encore une fois, je ne me prononcerai pas là-dessus. Parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours, ça j'ai compris, vous n'en parleriez pas, mais sur le statut des collaborateurs. Sur le statut des collaborateurs, il y a des chargés de mission thématiques aujourd'hui à la ville qui travaillent en interface avec l'ensemble des services. Et je pense qu'on a besoin d'organiser cette transversalité à la ville. Mais au-delà de ça, je ne saurais pas prononcer. Pour vous, c'est un système qui fonctionne, il n'y a pas besoin de le réformer. Je crois qu'il n'est pas l'heure d'en parler. Un mot pour finir sur le budget participatif. Donc c'est vous qui l'avez porté. On se souvient qu'il y avait une centaine de projets qui avaient été soutenus l'année dernière. 110 projets lauréats l'an dernier. On a annoncé le principal, celui qui était le plus visible, c'était la végétalisation de la place Bellecour, avec Grégory Doucet qui avait montré une belle canopée sur la place Bellecour. On a appris qu'il y aurait finalement une installation d'ombrelle sur une partie de la place avec une œuvre. Vous n'avez pas peur que ça déçoive ceux qui s'imaginaient que la révolution verte de la place Bellecour? Alors d'une part, donc le projet lauréat, effectivement, qui était en fait la fusion de nombreuses idées, constitue en fait une proposition de première étape de transformation de la place Bellecour. C'est bien indiqué de cette manière-là. À aucun moment on a parlé de grande canopée, ça ne faisait pas partie. En tout cas, c'est pas le projet déposé par les habitants. Je crois qu'aujourd'hui, on cherche à concilier dans un contexte qui est très, très contraint. Je pense il avait fourni des images de la place Bellecour complètement vernies. Ça c'est l'horizon, absolument. Et on espère un jour arriver à cela. De toute façon, il faut du temps aussi pour que tout ça pousse, prenne racine dans tous les sens du terme. Et de fait, aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre de contraintes. Vous savez, il y a un métro qui passe, il y a un parking, il y a les voiries, et puis bien sûr, nous sommes sur une place d'Armes, en fait, une place royale, donc il y a des enjeux patrimoniaux qui sont très importants et que nous devons respecter. Donc aujourd'hui, il y a un travail partenarial qui est engagé, et qui est engagé de manière très forte entre la ville, entre la métropole, l'État en particulier, les architectes des bâtiments de France, pour arriver à concilier ces enjeux patrimoniaux que j'évoquais et finalement la demande des habitantes et des habitants d'avoir une place différentes, avec des usages renouvelés qui soient compatibles avec les enjeux de la transition écologique, du réchauffement climatique, et notamment qu'on arrive à apporter plus de fraîcheur
Et c'est l'objet en fait de la délibération que nous avons passée, qui est une première proposition des services de la ville d'installer non pas des ombrelles, mais une installation artistique d'ampleur, puisqu'elle va occuper la partie ouest et la diagonale à l'est de la place Bellecour, qui respecte évidemment les enjeux patrimoniaux que j'évoquais. Donc c'est quelque chose, on travaille dans la dentelle, puisqu'il faut qu'on conserve une forme de transparence. Ça verra le jour d'ici la fin de l'année 2024. Tout à fait, voilà, on attend là on vient de recueillir des premières propositions et donc on va examiner trois propositions prochainement. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver avec cette installation temporaire à porter un nouveau regard en fait sur la place, à faire en sorte qu'on puisse expérimenter ensemble de nouveaux usages de la place et surtout, plus globalement, je dirais, à réfléchir collectivement sur l'avenir de nos espaces publics dans une ville à haute valeur patrimoniale, où les espaces publics sont à haute valeur patrimoniale, mais aussi une ville qui est très dense et très minérale. Ça fait très complet. On vous réinvitera pour parler Ouais, de la deuxième phase. Elle est lancée en octobre. Vous laissez le temps? Alors, le budget participatif sera lancé en octobre prochain, donc deuxième édition, toujours la même enveloppe. Vous avez pris un peu plus de temps. L'objectif, c'est d'avoir une participation plus importante. Il y avait eu 6 000 personnes qui avaient participé la première fois. D'une première édition à la seconde, on espère évidemment une mobilisation plus importante. Quel objectif vous donnez? On ne se donne pas d'objectif, ce serait c'est même pas un objectif chiffré. Je pense que par contre, on se donne pour mission d'arriver à inclure davantage de publics, en particulier des publics plus éloignés, on va dire, des dispositifs de participation proposés par la ville. Et on met en place actuellement, on travaille avec l'ensemble des mairies d'arrondissement à mettre en place des stratégies d'accompagnement, on va dire ad hoc, à chaque fois adaptées à chaque arrondissement, pour faire en sorte que la mobilisation soit plus importante, à la fois pour déposer des idées et pour voter ces idées. Et donc, à partir du mois d'octobre, vous pourrez lancer vos idées, déposer vos idées sur la plateforme, toujours Oyer. Et on aura, c'est la nouveauté aussi, une journée de vote papier qui permettra aussi au printemps au plus grand nombre de venir voter dans chaque arrondissement. Alors, juste un mot pour finir sur le festival Sapresse, qui a été lancé hier à l'Hôtel de Ville de Lyon. La dessinatrice Coco, qui a été menacée pour un dessin sur Gaza, a été longuement applaudie. Ça n'a pas toussé au sein de votre majorité après les propos de certains députés LFI, notamment, évidemment, on pense à Sophia Chirikou, qui lui a dit à Coco sur les réseaux sociaux vous n'aurez pas notre aide, mais vous la méritez. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, il est plus que nécessaire de défendre les libertés d'expression et que c'est aussi le rôle d'une ville de garantir ces espaces de libre expression et que le dessin de presse, évidemment, en fait partie. Donc, vous avez ma réponse. Je pense qu'il est essentiel de soutenir toutes celles et ceux qui s'expriment et qui apportent de la controverse, qui est le terreau de notre démocratie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé des prises d'opposition de LFI là-dessus? Je ne vais pas m'exprimer sur ça. Je pense que j'ai répondu par ma réponse. Chloé Vidal, je vous remercie. Je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.